Donc, la parole est à Monsieur Husson. Fracture vertébrale en compression traitée par système VBS, stentoplastie. Résultat clinique radiographique d'une série de 42 patients avec un recul minimum de 1 an. Messieurs Cueff, Boaka, Châtelier, Merpeau, Hutten et Husson de Rennes. Malheureusement, le temps a passé. Oui. Merci beaucoup. Je vous demanderai de ne pas dépasser la présentation d'un quart d'heure. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous présente cette série rétrospective monocentrique portant sur 42 patients de fracture vertébrale en compression par un système innovant, le système VBS ou encore stentoplastie. Les fractures vertébrales en compression sont fréquentes et ont un impact social et professionnel important, si bien que je vous présenterai un petit volet économique à la fin pour un autre travail en cours sur cette même série. Il y a donc intérêt à rechercher une réhabilitation plus précoce et ceci suppose des enjeux médico-économiques importants. Je vous disais que cette nouvelle technique d'expansion vertébrale ou stentoplastie utilise, comme vous voyez sur le schéma, le vertebral body stenting, qui consiste à avoir un stent qui va être dilaté pour assurer la réduction de la fracture. Des fractures qui sont en compression, qui sont douloureuses au niveau du corps vertébral, en créant un espace vide dans l'os spongieux du rachis, et ceci est possible de T5 à L5. Et ensuite, lorsque l'on aura pu introduire les stents, je vais revenir en détail sur la technique, et dilater ces stents, on pourra, dans cette cavité ainsi créée, injecter du ciment classique qu'on utilise pour les prothèses, du polyméthylméthacrylate. Le patient est donc en décubitus ventrale, comme vous le voyez, et on va placer de façon orthogonale la scopie. On va, pour contrôler le niveau lésionnel, pour avoir des repères dermographiques et pouvoir pratiquer une bonne visualisation des pédicules de face et de profil. La procédure est bilatérale et symétrique, et l'incision est vraiment centimétrique, comme vous voyez sur la partie inférieure de ce schéma, de ce schéma, où on voit vraiment que cette incision est extrêmement minime de chaque côté. Et elle est uniquement cutanée et aponévrotique, il n'y a pas de dissection. On va insérer de façon transmusculaire en trocar avec une canule du travail. On va assurer le contrôle scopique du point d'entrée F et de la hauteur du pédicule P pour avoir un abord bipédiculaire simultané. On va ensuite maintenir la réduction par des stents et remplir par du ciment, comme je l'ai dit tout à l'heure. La voie est donc transpédiculaire et à bord du corps vertébral ainsi. On va déterminer la taille des stents que l'on va utiliser grâce à la mèche et au palpateur que vous voyez ici, donc en situation réelle, pour déterminer en fait 3 tailles possibles du stent à utiliser. L'insertion des stents et l'expansion vertébrale est visible sur la diapo en haut, donc simultanée, comme je viens de le dire. On ouvre le stent qui va assurer une réduction et on va contrôler par la scopie la qualité de la réduction. Et comme je vais vous le dire, les fractures sont limitées au type A1 et A3 de Magerl. Je vais vous montrer ce qui correspond sur des schémas tout de suite. Eh bien, on va pouvoir, c'est un petit truc au passage pour améliorer la qualité, appuyer sur la partie postérieure du rachis pour obtenir une sorte de mise d'effet de précontrainte en réduction pour ouvrir cet espace antérieur et faciliter la réduction. Il est important d'attendre en opératoire que cette réduction, que ce déplissage comme un accordéon en quelque sorte se fasse. Sinon, on se contenterait d'une réduction insuffisante. Et vous allez voir la réduction ainsi obtenue. Et on va compléter avec le ciment, comme vous voyez sur la diapo d'en bas. Le bilan préopératoire de ces fractures comporte des radiographies de face et profil centrées sur le segment atteint pour déterminer le type de fracture et sur la classification de Magerl. Le niveau, la taille des pédicules est importante à considérer aussi. On demande un scanner pour avoir des reconstructions sagittales et coronales, pour avoir une analyse fine de la fracture, pour assurer un placement optimal des stents et pour prévenir la fuite de ciment. Je vais revenir sur ce petit détail tout à l'heure.
Ensuite, parallèlement, bien sûr, on détermine l'opérabilité du patient sur le bilan lésionnel complet avec le statut neurologique classique, entre autres le stade de Frankel, les contre-indications des cutus ventrales, les comorbidités et donc l'avis des anesthésistes, bien sûr. L'étude est donc rétrospective, le recul moyen de la série est de supérieur à 12 mois, maximum de 18 mois. Donc pendant cette période, on a traité 50 patients, mais en fait, comme je vais vous le dire tout à l'heure, on a pu suivre la qualité de l'iconographie que pour 42 d'entre eux. C'est pour ça que je vous présente la série des 42. Ce sont toutes des fractures vertébrales en compression, avec le bilan complémentaire que je viens de vous dire. Et l'intervention est faite sous AG par 3 chirurgiens seniors du service. Ce sont ces chirurgiens qui vont revoir ensuite les patients cliniquement, bien sûr, mais aussi sur l'évaluation radiographique des critères dont je vais vous parler. Et ce n'est pas l'opérateur qui suit, qui mesure ces paramètres. Et les paramètres sont évalués pour chaque patient par 2 collègues différents. Alors, on a un versant clinique avec l'échelle numérique analogique donc pour la qualité de la douleur. La qualité fonctionnelle appréciée au classique par le test d'Ostry, ce qu'on appelle l'ODI. Le questionnaire de satisfaction va être envoyé aux patients pour savoir s'ils sont satisfaits et s'ils se feraient réopérer éventuellement dans les conditions là. Je vais vous donner les résultats. Sur le plan version radiographique, 3 paramètres sont mesurés pour chacune d'entre elles. La syphose vertébrale classique, pour incorporer la notion de l'altération du disque adjacent, comme vous pouvez le voir sur le cliché qui est ici, on utilise volontiers le sagittal index de Farcy, et puis on a aussi le 3e index, l'index de Beck, qui est associé à cette étude. Sur le versant clinique, donc la série est la suivante, et 42 patients avec 31 hommes et 11 femmes, d'âge moyen 50 ans, avec des extrêmes de 22 à 70 ans. Il y avait 36 accidents de la vie privée, 8 accidents de travail, 8 patients étaient sans activité professionnelle, 29 étaient travailleurs physiques et 7 étaient travailleurs sédentaires. Vous voyez donc les résultats sur le plan pré- et post-opératoire sur le plan de la douleur, avec sur l'échelle de 1 à 10 en préopératoire, la douleur était en moyenne de 6,78 et de 1 à 10, on va dire des extrêmes, et en post-opératoire, 0,69, donc une réduction très significative. Le questionnaire de satisfaction, on a eu 78% de réponses. Tous les patients, tous ceux qui ont répondu, alors peut-être que ceux qui n'ont pas répondu n'étaient pas satisfaits, c'est toujours le même problème, mais en tout cas, tous ceux qui ont répondu se sont dit satisfaits de l'intervention et ils sont prêts à recommencer. Sur le plan hospitalisation, 41 sur les 42 étaient Frankel-E, c'est strictement normal. Il y avait un seul cas où on a cru percevoir très déficit à l'entrée, mais on pense que c'est peut-être une évaluation qui n'était pas fiable. Mais en tout cas, je l'ai mis tel quel. Le délai préopératoire était de 2,1 jours en moyenne, et ça varie de 0 à 9 jours. Et 6 patients ont un délai allongé, car c'était des polytraumatisés, où il a fallu prendre le temps d'adapter le traitement anticoagulant. La durée moyenne d'intervention nous semblait intéressante à considérer. Elle est de 57 minutes seulement, avec des extrêmes de 30 à 125. Les durées les plus longues sont pour les patients les plus jeunes. 5 interventions avec dilatation satisfaisante des stents ont demandé plus de 30 minutes. C'est-à-dire qu'on ne fait rien en attendant, on appuie sur le dos et la dilatation se fait gentiment en avant et on gagne à chaque fois avec la dilatation du stent pour avoir le maximum de réduction de la vertèbre. C'était une fracture de type A1 chez des patients jeunes de 22 à 38 ans en point de vue moyenne. Il y a eu seulement un incident technique lié à la non-dilatation d'un des 2 stents, l'autre ayant pris le relais complètement, et on n'a pas eu de déficit de réduction, donc sans conséquence. Un autre facteur très important vis-à-vis de cette technique, me semble-t-il, c'est la durée d'hospitalisation qui est en moyenne de 5,3 jours, et 50% des patients étaient inférieurs à 4 jours. En post-opératoire, le lever a eu lieu à J1 pour tous les patients, donc sans lésions associées. Absence de contention externe, sauf pour 6 cas des patients anxieux alors qu'ils ont une fracture de colonne vertébrale, à l'idée de se remettre debout tout de suite et de marcher. Donc le coutil baleiné avait uniquement un rôle pour le rassurer, pour 6 d'entre eux seulement. La sortie s'est faite en moyenne à 2,8 jours après l'intervention, 68% des cas avant le 3e jour post-opératoire, et un point très important, aucun n'est allé en centre de rééducation après.
alors que c'est une fracture du rachis. Ils sont tous allés à domicile. Aucune complication clinique post-opératoire immédiate ou à distance n'a été relevée. La durée moyenne de l'arrêt, avant reprise du travail, ou pour ceux qui n'avaient pas de travail, reprise d'une vie normale sans soins, est en moyenne de 57,9 jours, avec des extrêmes de 7 à 120. La durée d'arrêt est significativement plus grande, on trouve la preuve ici encore, en cas d'accident de travail. Si c'est un accident de travail, c'est 97,5 jours, avec des extrêmes de 60 à 120 jours, versus 49 jours si ce n'est pas un accident de travail, avec des extrêmes de 7 à 120. Mais parmi ces options les plus courts, je me souviens d'un notaire qui avait besoin d'état de son cabinet le lundi et est opéré le vendredi, parce qu'il avait quelque chose à faire le lundi, et il s'est reposé un petit peu après. Mais il était à ce cabinet donc le lundi. Et un dentiste également. Mais on ne l'a pas mis un jour, on l'a mis 7 jours, puisque pour la reprise plus complète. Et l'indice fonctionnel à 9 mois était de 12,382, les 60% des scores sont inférieurs à 10. Sur le versant radiographique, les radiographies préopératoires, si vous faites le compte, il y a 43 fractures, alors que je vous en parle de 42 patients. En fait, c'est parce qu'il y a un patient qui a une double fracture. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Et ce sont soit des fractures de type A1 de Magerle, que vous voyez à gauche de cette diapo, donc avec un tassement antérieur et un respect du mur postérieur. Pardon, Bernard, tu as bien fait de me faire le test. Ou A3, un peu le même type de fracture, mais avec un trait sur la mur somatique postérieur. La fracture A2 n'est pas de bonne indication, sa fracture qui est dite en diabolo par mon maître Roi Camille, et donc ce n'est pas une bonne indication. Donc on l'utilise en A2, A1 et A3. Et donc, la localisation des fractures, comme vous voyez, sont localisées classiquement au niveau de la charnière thoracolombaire par argument de fréquence. Alors, voici donc un exemple de fracture avec une situation préopératoire, avec un scanner de face et de profil. C'était une fracture de type A3, avec en bas la radiographie post-opératoire avec l'injection bilatérale simultanée, transpédiculaire. Voici l'autre exemple qui correspond en fait à la fracture de bilocalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était une fracture de type A1, avec l'aspect à gauche préopératoire et à gauche de face et de profil, avec une injection au niveau des 2 vertèbres en conséquence. À propos des radiographies, à 9 mois, là où on revoit les patients en consultation, ils ont le bilan complémentaire, on fait l'étude des 3 paramètres systématiquement pour les patients, et ceux qui n'ont pas eu une appréciation correcte des paramètres est exclus et étaient parmi les 8 qui n'ont pas été retenus. Donc je vous montre les 42. Vous voyez que le CV préopératoire était à 14,04 et l'angle CV post-opératoire à 7,5, donc une différence statistiquement significative. L'index de Farsi est lui aussi significatif puisqu'il est passé de 12 à 6,26 et l'indice de Beck est lui aussi significatif puisqu'il est passé de 0,66 en préopératoire à 0,82 en post-opératoire. Nous avons fait études à l'aide du service statistique de notre CHU. Au point de vue anomalie radiographique, on a noté 6 fuites de ciment sans conséquences cliniques. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais y revenir. C'est en fait si le ciment a injecté, si on a un peu trop pressé, j'allais dire, et que le ciment est trop liquide, à ce moment-là, il n'a pas le temps de rester sur place, il va reculer et il peut donner à ce moment-là des fuites telles que celles que vous voyez. On n'a pas eu de fuite dans le canal, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de conséquences. Alors, sur le plan de la discussion, les résultats cliniques immédiats à 1 an peuvent être qualifiés de bons, avec un retour manifestement plus précoce à la vie normale, les techniques équivalentes orthopédiques qu'on utiliserait dans le même type de fracture, qui, comme je vais le dire tout à l'heure, qui est la technique de Böhler. Il reste certaines questions. L'avenir clinique et radiographique avec l'équilibre sagittal à distance, pour les patients qui ont une injection de ciment au niveau du corps vertébral, comme c'est une discussion aussi qui existe avec d'autres techniques à l'heure actuelle. Alors on s'est posé la question, parce que c'est sous-tendu par rapport à l'étude, d'intérêt médico-économique. Et c'est pour ça qu'on a fait, je vous en présente le résultat, initial, des études qui est menée en cours, où on compare 20 patients traités par cette technique de VBS
à une technique de 20 patients traités par la technique classique de plate de Belair après sur cadre de Cottrell, avec 1 an de recul. Donc, ce sont les mêmes fractures. Et le cas de Cottrell et cette étude, on l'avait présenté à la Sofcote à propos d'une série de plus de 150 cas. Donc, on a apprécié, dans cette étude économique, la consommation directe avec tous les facteurs qui sont notés ici, l'hospitalisation, le séjour, les actes paracliniques, les prescriptions médicamenteuses, les dispositifs médicaux à domicile éventuellement, les consultations, les actes. C'est très, exigeant comme étude pour relever tout, vraiment, pour que ça soit significatif sur le plan des conclusions qu'on peut en tirer. Et les consommations indirectes en même temps, c'est-à-dire la durée d'arrêt de travail, les indemnités journalières, mais aussi les aménagements de poste et les horaires de travail. Et tout ça, ça prend un temps considérable. On n'est quand même pas des spécialistes de ce genre de choses, et il faut aller chercher. Alors, donc, 20 Belair, 20 VBS, avec donc les consommations directes, et ici vous avez le détail, donc des études qui ont été menées. Voici le coût des consommations directes, donc également donc ici. Quand on compare le Belair et les stents, par exemple, on voit que le stent coûte cher donc au départ. C'est pour ça que je vous laisse versant de l'étude pour pouvoir l'utiliser au niveau de nos services administratifs pour montrer l'intérêt d'investir dans cette technique pour qu'elle soit inscrite au point de vue des remboursements. Alors, la dernière diapo, consommation qui est ici donc indirecte, que vous voyez donc la durée d'arrêt de travail 222 jours dans le cadre du Belair contre 76 pour le stent, et vous voyez que les indemnités journalières, donc sur la ligne du bas, il n'y a pas photo non plus entre le Belair et le stent, donc entre 7 000 pour le stent contre 31 000 pour le Belair. En fait, la diapositive comparative globale du coût total, vous avez Belair d'un côté, stent de l'autre, et vous voyez que le Belair coûte en fait, qui est un plâtre, le plâtre ou en tout cas de matière, c'est pas matériel très coûteux en lui-même pourtant, eh bien, à cause de l'hospitalisation que ceci nécessite, parce qu'il faut dire ça pour un souci d'honnêteté, on ne peut pas faire un traitement par Belair à quelqu'un qui vient d'avoir un accident une fracture de rachis en disant on le fait demain matin. Parce qu'il y a une sidération au point de vue digestif, il va ballonner et ça va être hautement inconfortable. C'est un véritable. Ça serait scandaleux de le faire subir ça. Il souffrirait, il faudrait lui enlever le corset en urgence. Et donc on est obligé d'attendre la reprise du transit. Donc 3-4 jours imposés. Donc là. Et donc de ce fait, on a une hospitalisation de fait par ce type de fracture. Je parle avec le Belair. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre. Et donc, en conclusion, soulagement rapide et durable de la douleur, récupération plus rapide, donc pas de rééducation. Je vous ai dit retour tout de suite à la maison. Pardon, merci Bernard. Et donc, coûteux à 6 mois, d'accord, mais on s'y retrouve, donc, avantage de référencer ces techniques à l'hôpital, puisque le bénéfice va se traduire au niveau de la reprise d'activité professionnelle, diminution d'indemnité. C'est pour ça que j'ai dit il y a un bénéfice sur le plan de ce qu'on appelle l'effort social de la nation. Donc, l'échantillon, pour l'instant, de notre service est à propos de 42 patients, mais on reviendra vers vous avec l'étude économique plus détaillée après, si vous le permettez. Merci de votre attention. Merci d'avoir bien défendu cette technique innovante. Oui, Georges Casanova. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé, parce qu'il s'agit d'une technique qui est très séduisante. Je voulais savoir quel est votre comportement dans le choix du ciment. D'un côté, on peut avoir un ciment trop liquide qui favorise les fuites. D'un autre côté, un ciment pas assez liquide qui ne va pas mouler toutes les fracturités osseuses. Comment déterminez-vous? Comment avez-vous choisi le ciment? On s'est basé par rapport au service où on utilise beaucoup le ciment, puisqu'on a beaucoup de prothèses de hanches, et donc l'utilisation du ciment a vraiment donc une grosse antériorité. Et à travers cette expérience-là, elle est mise au service de l'utilisation dans le cas présent, si vous voulez, en recommandant, ça se repose sur 3 chirurgiens qui font l'acte. On dit il faut attendre un peu plus, puisque quand c'est une technique nouvelle, il faut voir les avantages et en tirer le maximum de profit. Et donc, on attend, il ne faut pas être trop pressé, vous voyez, en dire c'est une technique rapide, mais il ne faut pas encore
accélérer trop les choses pour ne pas donner le temps, par exemple, de la dilatation maximum du corps vertébral, ou d'avoir un ciment qui est encore, qui est trop liquide, au moins de l'introduire. Et il y a des études qui ont été faites, qui sont en cours de publication, sur le plan de l'incorporation, donc éventuellement au niveau du ciment et vis-à-vis du spongieux. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites au niveau du fémur, mais beaucoup moins au niveau du rachis. Et c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en disant donc il faut qu'on sache que ça donne à long terme. Une autre question, oui. Jean-François, merci. Pardon, monsieur. Dans l'observation que vous avez présentée sur les fuites de liquide, Oui. est-ce qu'il y avait des douleurs intercostales? Non. Non. Non, je vous l'aurais dit. Parce que c'était Et dans la deuxième question, dans l'évaluation après la consolidation, est-ce que vous avez une idée du suivi dans l'évaluation du dommage corporel concernant le déficit? Puisque c'était des accidents au départ, est-ce que vous avez eu connaissance des évaluations qui ont été effectuées dans le cadre des indemnisations d'assurance ou d'accidents du travail? Non, mais c'est le troisième volet. Oui. Donc il y a l'intérêt scientifique médical, le côté économique. Je ne voulais pas vous en parler parce que c'est ce qui m'a animé à pousser vers cette technique en disant que c'est certainement des avantages avec une réhabilitation beaucoup plus précoce des patients. Et le troisième, c'est sur le plan de l'évaluation médico-légale. Parce que si vous mettez juste une anecdote, quand j'avais fait ma thèse dont le président était M. Launois, sur les plateaux tibiaux, j'avais sur près de 130 patients, j'avais pu voir que des patients qui avaient en fait des résultats identiques au point de vue de capacité fonctionnelle, angulaire, etc., avaient des taux notablement différents. Diminué. Ouais. Donc ça serait sûrement très intéressant si vous C'est- pouvez voilà. étudier cet élément. Merci de m'avoir donné la possibilité. Pour ce qui est de la réouverture du corps vertébral, est-ce que tu confies ce travail uniquement au stent ou alors est-ce qu'il y a des manœuvres externes un peu comme dans le Böhler? Ah ben, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu appuies sur donc tu dilates ton stent et en même temps tu mets la main sur le dos pour exagérer donc la réduction comme on fait avec le Böhler. J'ai dit tout à l'heure, j'avais dit ça. Pour obtenir une dilatation, si tu veux, une ouverture antérieure. Ça facilite le traitement et ça augmente la capacité de créer, c'est sûr. On l'installe, si tu veux, de façon un petit peu neutre pour profiter à l'arrière-pensée qu'il nous faut comme une certaine souplesse pour pouvoir agir là-dessus. On ne peut rien te cacher. Merci beaucoup. Merci beaucoup.